Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de formation sur les différentes voies métaboliques et le rôle de différents organes par rapport à ces voies métaboliques. Cette vidéo, en fait, elle a pour but d'illustrer l'importance du foie dans les différentes voies métaboliques. Et vous verrez qu'il y a des choses qui sont peut-être un peu simplifiées pour certaines personnes qui sont très avancées au niveau de ces connaissances. Le but, en fait, c'est d'essayer de faire quelque chose de simple et de clair. Parce que quand on parle de métabolisme, en fait, c'est très compliqué. Même, je le vois hein, dans les cours que je donne, notamment à mes BTS diététiques. C'est que quand on tire une voie métabolique, oui, après, il y a plein de régulations. Mais le but, c'est de pouvoir un peu isoler les choses simples pour pouvoir en extraire en fait l'information principale. Donc c'est pareil au niveau des organes, je vais me concentrer cette fois-ci au niveau du pancréas avec son rôle dans la régulation de la glycémie, le tissu adipeux et les muscles squelettiques parce que je vais me concentrer en fait sur le métabolisme glucidique notamment. Et pareil, je vais faire une autre approximation. Je vais considérer que tous les sucres vont être convertis en glucose, donc qui est un ose simple. Et je vais pas aborder dans cette vidéo tous les mécanismes de conversion des sucres qui sont plus complexes et qui peuvent être également gérés au niveau du foie. Par rapport à ces différentes voies métaboliques et ces différents organes dont je vous ai parlé, j'ai décidé en fait de me concentrer sur trois situations physiologiques. La première situation, ça va être en situation postprandiale, après repas. La deuxième situation, ce sera après un effort physique intense de longue durée ou en situation de jeûne, ce qui revient sensiblement à la même chose. Et la dernière situation sera une situation donc pathologique en cas de résistance à l'insuline. Donc, par rapport à ce premier schéma que vous allez pouvoir voir, donc le voilà, j'ai décidé donc de partir en fait de la dégradation des aliments en macronutriments. Donc, pareil, une première approximation, je ne vais pas parler du tout des micronutriments. Donc, je considère voilà, que les aliments vont être dégradés dans les trois grandes classes de macromolécules, donc les glucides, les lipides, les protéines. Et en fait, pour la suite, je vais vraiment me concentrer pour l'instant sur la prise en charge des glucides que j'approxime à des simples molécules de glucose. Dans les faits, bien sûr que c'est plus complexe. Les protéines vont être surtout prises en charge entre guillemets par l'estomac qui va du coup les dégrader en plus petits éléments. Et les lipides vont être pris en charge au niveau de l'intestin après déversement des sels biliaires par la vésicule biliaire pour être émulsifiés. Et on avait vu dans une précédente vidéo le rôle du microbiote par rapport à ces lipides. Donc, en ce qui concerne les glucides, donc quand vous mangez, donc vos glucides, donc je résume en glucose, ils vont avoir deux grands devenirs tout de suite. Le premier devenir du glucose, ça va être de l'utiliser comme substrat énergétique, donc pour faire de l'énergie. Et le deuxième grand devenir, ça va être en gros de stocker le surplus de glucose qui n'est pas utilisé immédiatement à des fins énergétiques. Avant de rentrer dans les voies métaboliques, petit aparté, je vous rappelle qu'il y a des cellules, comme les cellules nerveuses, qui ne consomment uniquement du glucose pour fonctionner. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Et c'est pour ça que dans d'autres situations, par exemple, je pense au régime cétogène ou sur des jeûnes, il faut que ce soit bien maîtrisé. C'est pour ça que c'est plutôt important de se faire suivre par des professionnels de santé, parce que du coup, vous allez devoir réorienter votre métabolisme pour créer par vous-même du glucose sans forcément l'apporter par l'alimentation. Donc, je referme la parenthèse. Donc, on va se concentrer tout d'abord sur la partie utilisation du glucose comme substrat énergétique. Donc le glucose, pour être transformé en énergie, il va devoir passer à travers deux voies métaboliques qui se suivent, qui se succèdent. Donc la première voie métabolique, c'est la voie de la glycolyse, qui signifie en fait lyse des molécules glucidiques, qui va être donc un enchaînement de réactions qui va aboutir à la production de quelques molécules d'énergie qu'on appelle donc l'ATP, adénosine triphosphate. Et le produit final de la glycolyse va être du pyruvate. Donc ce pyruvate est une molécule à 3 carbones, alors que le glucose était initialement une molécule à 6 carbones. Donc on peut résumer ça simplement, c'est qu'une molécule de glucose donnera deux pyruvates.
Ce pyruvate, ensuite, il va être transformé par décarboxylation oxydative, donc là, je rentre pas dans le détail chimique, en acétyl-CoA. Et cet acétyl-CoA va rentrer dans la deuxième voie métabolique qui consiste à produire de l'énergie, qu'on appelle le cycle de Krebs. Cet acétyl-CoA, il va se condenser à une autre molécule, donc il va fusionner, pour faire simple, à de l'oxaloacétate pour former du citrate. Et ensuite, vous avez donc le cycle de Krebs qui est représenté ici sous la forme de flèches qui forment un cercle, parce que vous allez du coup avoir des molécules qui vont tourner en rond dans ce cercle. OK? Ce cycle de Krebs, il va aboutir à la formation de molécules d'énergie comme le GTP, qui est très proche de l'ATP, donc on approxime que c'est la même chose. Et il va aboutir à la formation de coenzymes réduits comme le NADH plus H+, et le FADH2. Donc là, je ne l'ai pas montré sur ce schéma pour pas le surcharger plus que nécessaire. En fait, ces coenzymes réduits, hein, ils vont aller au niveau de la membrane mitochondriale et par des réactions d'oxydoréduction, ils vont produire en plus des molécules d'ATP. C'est pourquoi, en fait, c'est vraiment le cycle de Krebs qui est la principale voie métabolique responsable de la production d'ATP. Donc, pour ceux qui suivent des études où vous travaillez sur le métabolisme, vous devez retenir normalement que le NADH plus H+, on approxime qui donne 3 ATP, et le FADH2 va donner 2 ATP. Donc ça, c'est la première partie en fait simple de comment le glucose est dégradé donc en pyruvate qui se transforme en acétyl-CoA par la glycolyse et le cycle de Krebs et comment ça va permettre de produire de l'énergie. Sauf que quand vous allez manger, la consommation de tous vos aliments va excéder, si vous voulez, votre besoin énergétique à l'instant T où vous mangez. Donc, pour cela, il faut que votre organisme gère le surplus de glucose et le stock. Donc, il va y avoir deux grands modes de stockage dans l'organisme qui vont se dérouler notamment au niveau du foie. Vous allez stocker le glucose sous forme de glycogène, où en fait, là, le foie va empiler les molécules de glucose les unes avec les autres, pour faire simple, et va en stocker donc chez lui, et va en envoyer dans les muscles squelettiques, donc tous les muscles que vous pouvez contracter, pour faire simple, de manière volontaire. Ça, c'est le premier mode de stockage. C'est pas le mode de stockage majoritaire parce qu'en fait, il est limité dans nos organismes à environ 2000 calories maximum en moyenne. L'autre grand mode de stockage, celui qui nous fait pas trop plaisir quand on veut avoir un summer body, c'est le stockage sous forme de gras. Donc le stockage sous forme de gras, il va se faire par une voie qu'on appelle pardon, la lipogénèse, donc la création de gras. Pareil, ce que vous pouvez retenir, c'est que la molécule principale de gras qui nous permet de faire du stockage, ça va être ce qu'on appelle les triglycérides. Donc, qui sont en fait la condensation de trois molécules d'acide gras simple à un squelette de glycérol. Donc c'est pareil, le foie va en stocker en partie chez lui, en envoyer une petite partie dans les muscles et en envoyer une grande partie dans le tissu adipeux, donc dans tout ce qui est le gras autour du ventre, la graisse viscérale, etc. Donc c'est pour ça que ça nous fait pas super plaisir parce que du coup on va prendre un peu de gras et c'est des fois ce qu'on essaye de perdre en faisant du sport ou en régulant notre alimentation. Donc ça c'est la deuxième grande forme de stockage du glucose. Un petit aparté encore sur ce schéma, vous voyez que j'ai mis une voie métabolique qui s'appelle la voie des pentoses phosphates. Donc c'est une voie qui est un peu complexe sur laquelle je ne vais pas je vais pas rentrer trop dans les détails, mais en fait retenez juste que c'est une voie qui va permettre en fait de synthétiser les acides nucléiques comme l'ADN et l'ARN, enfin les bases, hein, les nucléotides, et qui nous permettra justement de répliquer notre ADN et de le transcrire en ARN. Donc là, je referme la parenthèse. C'est une voie qui est quand même importante, mais voilà, c'est une voie qui est complexe. Par exemple, elle est plutôt abordée dans les troisième années de licence et par exemple, dans les filières même diététiques, c'est une voie sur laquelle on s'attarde pas non plus hyper longtemps. Donc là, en fait, je vous ai présenté le mécanisme général du devenir du glucose, soit en dégradation pour faire de l'énergie, soit en stockage via le foie et au niveau de la redistribution dans l'organisme. Pour compléter l'histoire, il faut maintenant rajouter le rôle du pancréas. Donc, le pancréas est une glande. Aujourd'hui, on va du coup s'arrêter juste sur ses fonctions de régulation de la glycémie. Pour cela, le pancréas, il va produire deux types d'hormones. Il va produire une hormone qu'on appelle l'insuline et il va produire une autre hormone qu'on appelle le glucagon. Lorsque on va manger, la première hormone qui va du coup rentrer en jeu, ça va être l'insuline, qui est une hormone hypoglycémiante,
qui a pour objectif de faire baisser, pardon, la glycémie dans le sang. Comment elle va faire baisser la glycémie dans le sang? Eh bien justement, elle va entre autres stimuler fortement le foie pour lui dire, écoute, prends tout le surplus de glucose, fais du glycogène, fais du gras, mais moi je veux plus voir de sucre dans le sang. Et donc, du coup, en situation physiologique normale, notre insuline fait toujours ça. Donc, après le repas, on va avoir un pic de sécrétion d'insuline afin de favoriser le stockage du sucre dans les deux voies métaboliques que je vous ai présentées, donc la glycogénogénèse et la lipogénèse. Et ensuite, le pancréas va arrêter de produire de l'insuline parce que donc, le foie aura rempli son rôle. Donc ça, c'est la partie la plus classique, donc après un repas. Et comme je vous l'ai dit, on est vraiment dans une situation physiologique là qui est saine. La deuxième partie, du coup, c'est ce que je vous disais, c'est comment ces voies métaboliques, elles sont changées lorsqu'on est en situation, du coup, de jeûne, que ce soit intermittent ou prolongé, ou en situation d'exercice physique prolongé ou intense. Donc, en fait, vous avez des voies métaboliques que vous n'allez pas retrouver, comme la formation de glycogène, la glycogénogénèse, et la formation de gras, la lipogénèse. Par contre, on va avoir du coup leur voie antagoniste. On va avoir la voie de dégradation du glycogène qui s'appelle la glycogénolyse, et on va avoir la voie de dégradation des triglycérides, notamment, qui s'appelle la bêta-oxydation. Donc c'est pareil, hein, pour les experts, vous comprenez que j'ai simplifié la dégradation des triglycérides en repartant tout de suite sur la dégradation des acides gras. D'accord? Donc pourquoi en fait vous allez avoir ces voies? Bah parce que du coup vous êtes loin de votre dernier repas, vous n'avez pas vraiment de sucre de disponible qui arrive en entrée par une collation, par un repas, etc. Et votre corps il a toujours besoin de fonctionner. Donc pour fonctionner, il a toujours besoin de faire de l'énergie et il a toujours besoin d'avoir du glucose pour nourrir les cellules qui ne consomment que du glucose comme les cellules nerveuses. Donc là, si on repart au niveau du foie. Donc le foie, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va stocker du glycogène. Donc lui, il va pouvoir dégrader ce glycogène en glucose, l'envoyer en glycolyse pour reproduire de l'énergie de manière assez simple. Le muscle va faire de même. Il va dégrader également du glycogène pour avoir du glucose, faire de l'énergie et du coup pouvoir fonctionner, notamment en cas d'exercice physique. Donc ça, c'est par rapport à la dégradation du glycogène. Vous retrouvez du coup des molécules de glucose qui sont toutes simples, qui repartent en glycolyse dans le cycle de Krebs, qui vous permettent de produire de l'énergie et du coup de fonctionner ou de répondre à votre besoin physiologique, par exemple si vous êtes en situation de sport. Deuxième voie métabolique, donc la bêta-oxydation qui est donc l'opposé de la lipogénèse. On peut l'appeler plus simplement lipolyse, vraiment pour être dans l'opposé strict au niveau sémantique de la lipogénèse. Donc là, la lipolyse, la bêta-oxydation, va dégrader les acides gras. Et en fait, la fin de dégradation de la bêta-oxydation, ça va être de l'acétyl-CoA. Donc cette fois-ci, la bêta-oxydation, si vous voulez continuer à faire de l'énergie, la petite molécule d'acétyl-CoA, donc c'est ce que je vous ai représenté sur le schéma, elle part directement dans le cycle de Krebs. Elle ne va pas dans la glycolyse. La glycolyse, c'est vraiment la voie d'entrée du sucre qui transformait en pyruvate, qui devait être transformé en acétyl-CoA. Mais vu que la bêta-oxydation vous donne directement de l'acétyl-CoA, elle rentre directement dans le cycle de Krebs. Elle va avoir le même rendement énergétique au niveau de la production de GTP, de FADH2 et de NADH plus H+. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la bêta-oxydation, donc la dégradation du gras, consomme moins d'énergie dans les premières étapes que la glycolyse. Donc c'est pour ça que les lipides, d'un point de vue purement comptable, ils sont plus intéressants d'un point de vue rendement énergétique. Donc ça va vous permettre également de faire de la production d'énergie. Maintenant, vous avez des cellules qui ont besoin de glucose. Vraiment, là, on n'est plus sur le côté où je veux faire de l'énergie, mais on va vraiment aller nourrir notre cellule pour qu'elle fonctionne. Donc, elle va faire de l'énergie aussi, mais si vous voulez, on n'est pas sur le côté musculaire où je veux produire un mouvement, mais on est vraiment sur du fonctionnement physiologique pur, notamment l'alimentation des cellules nerveuses. Donc là, la bêta-oxydation, par exemple, qui va vous donner de l'acétyl-CoA, il y a une autre possibilité. C'est-à-dire que plutôt qu'elle aille dans le cycle de Krebs pour faire de l'énergie,
L'acétyl-CoA peut retourner dans le foie pour, par exemple, refaire de la synthèse de glucose. Donc, vous allez être en fait sur une étape inverse de création de glucose qu'on appelle la néoglucogénèse. Donc, cette voie métabolique, la néoglucogénèse, va vous permettre du coup de reproduire du glucose. Le foie ensuite va pouvoir le redistribuer via la circulation sanguine aux différents tissus qui en ont besoin. Et ces tissus, bah, ils en feront ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une simple glycolyse ou du cycle de Krebs, etc. Enfin, toujours pour respecter un peu la même logique de raisonnement, on revient sur le pancréas. Donc là, cette fois-ci, le pancréas, il va pas vous faire une sécrétion d'insuline, mais il va vous sécréter du glucagon. En effet, vous n'avez pas d'aliments, donc vous avez une glycémie qui va normalement continuer à baisser. Le but, c'est que pas que votre glycémie, elle tombe au-dessous d'un certain seuil, sinon bah, ça va se transformer en évanouissement ou en malaise vagal. Donc lui, il va tout de suite sécréter du glucagon pour dire au foie, là, cette fois-ci, j'ai besoin de sucre parce que la glycémie, elle est en train de descendre. Donc dégrade du glycogène, fait de la néoglucogénèse. Et du coup, c'est parfaitement intriqué avec la bêta-oxydation et le cycle de Krebs. Et en fait, tout va se réguler en fait pour répondre aux différents besoins énergétiques et nourriciers entre guillemets de votre organisme. Donc là, c'est pareil, on est sur une situation physiologique saine. Parce que par exemple, j'ai mis situation à jeun, ça peut être le matin, en fait, quand vous vous levez, si jamais vous êtes en retard pour aller au boulot, bah, vous n'avez pas le temps de rien prendre, bah, vous allez devoir fonctionner quand même. Et donc, du coup, bah, vous allez taper dans vos différents stocks et vous allez faire ces différentes voies métaboliques. Avant de passer donc sur la dernière situation, dernier point qu'il est important d'expliquer, c'est la temporalité de ces voies métaboliques. Si vous voulez, il y a quelque chose qui est quand même assez communément su par la population, c'est qu'on vous dit que quand vous faites du sport, le gras, enfin, on dit familièrement qu'on commence à éliminer du gras après 40 minutes. Ça vient d'où? Ça vient du fait que au niveau de vos voies métaboliques, si vous voulez, le foie va d'abord dégrader le glycogène, le muscle, pareil, va d'abord dégrader son glycogène, et seulement après, on commence à taper dans les voies de dégradation des acides gras, les bêta-oxydations, que ce soit au niveau du foie, que ce soit au niveau des muscles, ou que ce soit au niveau du tissu adipeux. C'est pour ça que si vraiment vous cherchez à faire une perte de poids et de matière grasse à l'aide du sport, il faut que vos efforts, en fait, ils aient quand même une certaine durée. C'est même pas une certaine intensité, c'est vraiment une certaine durée. Là, enfin, là, je dis une petite erreur, mais l'intensité, en fait, si vous voulez, c'est juste que l'effort est tellement important que même si ça dure que quelques secondes, en fait, le corps, le temps qu'il se remette de ce traumatisme, parce qu'en fait, vous lui avez créé une forme de traumatisme, ça va se prolonger dans le temps. Donc, en fait, vous comprenez à chaque fois que c'est toujours la même histoire. C'est vraiment une histoire de chronologie. Donc, retenez ça, c'est très important. D'abord, la glycogénolyse et après les voies de dégradation des acides gras. Et donc, du coup, on en arrive à la dernière partie de formation de cette vidéo. Ça va être le rôle du foie et comment ces voies métaboliques sont affectées. Et là, je reviens en situation postprandiale, donc après repas, en cas de situation d'insulinorésistance. L'insulinorésistance, pour faire simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre corps n'est plus du tout réceptif à la sécrétion d'insuline du pancréas. C'est-à-dire que votre pancréas va sécréter de l'insuline et qu'elle va plus réussir à faire son rôle où elle disait au foie, stock, fais du gras, fais du glycogène. Donc du coup, le foie, entre guillemets, il va s'énerver et il va encore plus en produire. Et donc ça va avoir un effet assez délétère si c'est prolongé. C'est que vous allez vraiment surstimuler votre foie qui va vraiment faire beaucoup de gras cette fois-ci et vous n'allez pas du tout apprécier parce que du coup, vous allez prendre du poids. Donc, par rapport à cette voie métabolique, si vous le comparez, enfin, pas par rapport à cette voie métabolique, pardon, par rapport à ce schéma, si vous recomparez ce troisième schéma avec ce premier schéma, en fait, j'ai essayé de vous montrer comment c'était dérégulé en insistant sur les épaisseurs des flèches. Donc, vous voyez qu'en fait, en cas de situation d'insulinorésistance,
paradoxalement, donc vous êtes dans une situation où en fait vous êtes normalement plutôt sur un excès de consommation alimentaire, généralement fort associé à du surpoids, voire de l'obésité. Vous voyez que votre filière énergétique est altérée. Donc les flèches sont toutes un petit peu plus fines. Donc je vous laisserai mettre en pause et refaire un retour en arrière si vous voulez comparer. C'est-à-dire que là, votre corps, en fait, au niveau des voies métaboliques, l'efficacité, elle est vraiment altérée et vous avez une perte d'efficacité métabolique. C'est pour ça que pour réguler une situation d'insulinorésistance, en fait, il y a énormément d'approches pour essayer d'y parvenir. Mais pour faire simple, le but, c'est de remettre votre métabolisme en conditions physiologiques saines et que tout se rééquilibre. Ce qui ne sera pas en un claquement de doigts. Et c'est pareil, il faut mieux être accompagné si jamais vous êtes en situation d'insulino-résistance. Donc ça, c'est le premier point, c'est que vraiment votre filière énergétique est altérée. Vous allez avoir donc une perte de production d'énergie, c'est qui va se traduire du coup par plus de fatigue dans votre quotidien. Ça peut également expliquer pourquoi vous avez des coups de barre non négligeables après vos repas, parce qu'en fait, vous avez votre métabolisme qui est encrassé. Donc, si votre filière énergétique est défaillante, eh ben, qu'est-ce qui vous reste comme solution pour gérer l'excès? Le stockage. Donc, vous allez vraiment stocker encore plus fort que d'habitude. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, vous allez faire de la glycogénèse, mais cette voie métabolique de stockage, elle est ultra limitée. Donc, le foie, il lui restera plus qu'une option, qui est pas la plus sympa, c'est faire énormément de gras qui va stocker lui-même. Donc, c'est pour ça que vous voyez là, le foie, je lui ai mis des petites taches de gras. D'accord? Donc, il va rentrer en inflammation. En plus, il peut faire de la stéatose. Donc, ça, je vous renvoie à mes précédentes vidéos. Ou, du coup, il va envoyer sous ces surplus de gras dans les muscles, dans l'espoir que le muscle fasse suffisamment d'efforts pour commencer à le consommer. Et en très, très fort excès par rapport à la première situation, dans le tissu adipeux. Donc, ce qui va se traduire par une prise de masse très, très, très importante si jamais c'est prolongé et si jamais vous ne régulez pas vos apports au niveau de votre alimentation et si vous avez une hygiène de vie qui n'est pas super bonne. Donc là, par exemple, un autre point que j'aurais pu rajouter sur cette formation, c'est l'impact du sommeil, bien sûr, qui va encore plus vous détraquer au niveau hormonal et l'importance de faire une pratique physique et sportive régulière, même modérée, mais quand même d'une certaine durée. Donc là, en rouge, en fait, je vous ai mis vraiment qu'est-ce qui allait se passer par rapport à cette insulinorésistance. Donc vous voyez que la flèche de production d'insuline est beaucoup plus épaisse parce que comme je vous dis, votre pancréas, entre guillemets, il s'impatiente, il comprend pas parce que lui, il fait son job et il se rend bien compte que l'organisme, eh ben, il tourne en rond et que ça marche pas. Donc, en bas, je vous ai remis l'insulino-résistance. Donc, je résume, du coup, ça va bloquer donc vos filières énergétiques qui vont être moins efficaces. Il va quand même stimuler un peu la glycogénogénèse et il va surtout très fortement stocker la lipogénèse dans le tissu adipeux, les muscles squelettiques et le foie. Après, si vous voulez, notre corps, c'est quand même une machine qui est bien faite. Il essaye, entre guillemets, de répartir le mieux qu'il peut les efforts. Donc, il va quand même essayer de solliciter bien le tissu adipeux, bien les muscles. Puis, en fait, il y a un moment où tout est dépassé. Et du coup, c'est vraiment votre foie qui va être totalement flingué. Donc voilà pour cette formation aujourd'hui. Donc par rapport à tout ce qu'on vient de voir, ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe aujourd'hui des tests sanguins qui permettent de déterminer si vous êtes en situation d'insulino-résistance. Donc ça, il faut aller voir votre médecin traitant. C'est ce qu'on appelle le test OMA. En fait, le test OMA, si vous voulez, c'est un calcul de glycémie. Et il peut vous dire si vous êtes pas en insulino-résistance, en début d'insulino-résistance ou en insulino-résistance. Et donc, en fonction de ça, vous pourrez du coup rectifier le tir par diverses approches. Donc, par exemple, modification d'hygiène de vie. C'est très important. Et comme je vous l'ai dit en tout début de cette vidéo, c'est vrai que là, j'ai simplifié les choses à l'extrême. J'espère que ça aura été clair. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'était pas clair.
Et pour les personnes qui se disent c'est trop simple, oui, j'ai bien conscience que j'ai fait quelque chose de simple, mais je pouvais pas rentrer dans le détail de toutes les fonctions du foie et dans toutes les régulations avec d'autres hormones. Par exemple, j'aurais pu parler du cortisol, j'aurais pu parler de toute la sphère nerveuse qui peut être associée. J'aurais pu parler du microbiote, mais vous voyez qu'en fait, c'est très complexe. Et là, pour le coup, je voulais vraiment une situation assez simple. Et le but, c'est vraiment de vous aider, par exemple, pour tous les étudiants qui me suivent ou que j'ai en cours ou des personnes qui sont en formation et qui sont concernées par ce genre de notions, bah, que vous arrêtiez en fait de croire que tout est isolé et surtout de faire le lien entre les diverses voies métaboliques. Et ça, c'est vraiment très important. Donc voilà, je vous remercie d'être resté à la fin de la vidéo pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Bah, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Aidez-moi aussi à faire monter le référencement de la chaîne en likant, en partageant. Et si vous avez des suggestions de vidéos que vous voudriez que j'aborde, que ce soit donc plus de la formation comme ceci, vraiment très pratico-pratique, ou des sujets d'actualité sur lesquels vous avez des interrogations que vous voulez que je traite, bah, c'est pareil, mettez-les-moi dans les commentaires. Et bah, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir.